On l'a expliqué dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir, la relation entre l'employeur et le salarié découle d'un contrat de travail qui nécessite, en tout cas qui matérialise, un lien de subordination entre les deux. Vous vous retrouvez du coup avec, dans l'entreprise, ces deux catégories de personnes qui ont des intérêts divergents au sein de l'entreprise et donc il va falloir essayer d'harmoniser pour le bien-être de l'entreprise, pour le bon fonctionnement de l'activité et donc pour la performance de l'activité de l'entreprise. On a de fait un déséquilibre de pouvoir, là aussi on l'a expliqué dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir, entre l'employeur d'un côté et les salariés, puisque on a quand même de la part de l'employeur un pouvoir de directive, de contrôle et également de sanction. Donc, ça aboutit progressivement à la création d'un droit au profit des salariés à agir collectivement et à négocier pour se protéger et pour faire entendre leur voix. Du coup, en fait, ils ont pris conscience qu'ils étaient une partie prenante qui était indispensable à l'activité et qu'en fait, sans salariés, l'entreprise n'existe pas. On a donc un développement de négociation collective, c'est-à-dire que seul, en relation individuelle, l'employé face à l'employeur ne fait pas le poids, entre guillemets, en termes de pouvoir, puisqu'il y a un déséquilibre de fait dans l'existence même du contrat. En revanche, collectivement, les salariés ont un pouvoir de négociation qui va faire naître ce qu'on appelle le droit négocié en entreprise. Je vais simplement détailler en fait le fonctionnement du droit négocié. Donc en fait, vous avez déjà ce qu'on appelle les conventions et les accords collectifs qui rentrent donc dans le droit négocié. Et donc, un peu comme pour le droit classique, vous avez différents niveaux d'intervention. En réalité, vous en avez globalement 3. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel. Le but, c'est l'amélioration des conditions de travail, et en fait, c'est, donc ça, comme son nom l'indique, il intervient au niveau national, et donc en fait, c'est une relation qui est faite avec les ministères pour, globalement, essayer de faire évoluer, en fait, les conditions de travail en fonction des besoins du marché et de l'évolution des mœurs. Ensuite, vous avez les accords-conventions qui sont dits de branche, où là, l'objectif, en tout cas le fond, va toucher principalement donc aux conditions de travail, à l'emploi, à la formation, et vous avez enfin l'accord, la convention d'entreprise, où l'objectif, ça va être d'adapter finalement les règles au cas d'entreprise. Donc je rappelle simplement que on était initialement sur un principe dit de faveur, donc en fait vous aviez d'un côté la loi, et en fait la réglementation classique, qui permettait d'avoir un socle minimum de garantie, et aussi au niveau du droit du travail. Et vous aviez donc le droit négocié qui permettait, par un principe de faveur, d'adapter de façon positive, donc en fait d'améliorer et d'aller plus loin par rapport à ce que proposait la loi au niveau, donc ce qu'on disait, des conditions de travail, de l'emploi, etc. À partir de 2016, on a eu un nombre assez important d'exceptions, puisqu'en fait on a changé la philosophie du droit négocié. On n'est plus sur un principe de faveur, mais on est davantage sur un principe de proximité. C'est-à-dire qu'on considère que plus on est proche en fait du terrain et plus le droit négocié est à même de définir les conditions particulières. Donc par exemple, dans cette situation, selon le principe de proximité, un accord d'entreprise primerait sur un accord de branche. Je vous laisse faire un petit focus en fait sur les partenaires sociaux, puisqu'en fait vous entendez différents termes, mais je suis pas sûre que tout soit clair dans votre tête. En fait, on a l'intervention de différents types de partenaires sociaux. Vous avez d'un côté les syndicats. Vous avez donc au sein des syndicats la désignation de délégués syndicaux ou ce qu'on appelle des représentants de section. Donc je vais pas aller plus dans le détail, peu importe. Mais en gros, ça dépend de si le syndicat est représentatif ou pas, donc au niveau auquel il intervient. Et donc l'objectif, ça va être pour lui effectivement de négocier et de défendre les intérêts individuels des salariés, puisque vous pouvez aller voir un syndicat à titre personnel quand vous avez une question ou alors un début de litige avec un employeur, ou aussi de défendre les intérêts collectifs des salariés. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le comité social économique, qui reprend en fait ce que vous aviez avant, où vous aviez différentes institutions, puisque vous aviez le CE, etc. Là, c'est une représentation qui est élue des membres. Donc en fait, c'est pas une désignation, contrairement au syndicat, c'est une élection qui a lieu au sein de l'entreprise. Et donc là, en fait, son pouvoir est un pouvoir
de consultation. Donc en fait, il permet d'avoir un dialogue entre employeurs et employés. Donc vous avez des représentants des salariés aussi qui ont été élus par les salariés. Et en fait, ce CSE est consulté sur certains sujets qui sont déterminés. Donc simplement sur le fond, quand je parle du droit négocié, donc il s'oppose, finalement il se cumule plutôt, mais il s'oppose donc en distinction au droit qui a été édicté par l'État. Donc il est issu d'un accord entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Donc là, on parle bien des syndicats. Une fois conclu, l'accord va avoir vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés et des employeurs qui sont concernés, en fait. Du coup, d'un point de vue nature juridique, c'est un peu hybride, en fait, si vous voulez. Un peu comme le mariage, où on dit que c'est à la fois un contrat et une institution. Alors, je suis désolée de l'analogie, mais on est un peu sur cette idée-là aussi, puisqu'en fait, on est sur un acte hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois un acte de négociation, donc c'est proche du contrat, et à la fois c'est une source normative, donc c'est proche de la loi aussi, puisque ça va s'appliquer à des personnes qui n'ont pas contribué à le rédiger. Alors que je vous rappelle qu'un contrat, il y a un principe d'effet relatif, qui fait qu'en fait ne sont concernés par le contrat que les personnes qui ont conclu le contrat. Là pour le coup, pour la négociation collective, on n'est pas sur cette logique-là, puisque des personnes qui n'ont pas participé à l'élaboration de la norme vont éventuellement être concernées par cette norme-là. Simplement donc sur le fond, la négociation collective, l'objectif ça va être d'adapter les règles qui sont prévues par les ministères et voilà les institutions classiques, et de les adapter en fait à quoi? À la réalité du terrain, de ce que vivent les entreprises, et éventuellement aux besoins spécifiques de certains secteurs d'activité qui ne vont pas pouvoir être gérés exactement comme les autres, de fait, si vous voulez. Donc quand on parle de partenaires sociaux, il s'agit bien des individus qui participent donc aux négociations sociales. On va donc avoir les représentants de syndicats des salariés et des représentants des organisations patronales. Et donc comme on l'a dit, ils vont négocier les règles au niveau de l'entreprise, de la branche ou au niveau interprofessionnel. L'objectif, ça va être de participer à la gestion aussi des organismes de protection sociale, donc chômage, retraite complémentaire, etc. Simplement, donc je disais tout à l'heure qu'on a des accords et des conventions collectives. Pourquoi est-ce qu'il y a deux termes? Une convention collective, c'est un accord qui va être négocié, qui contient des règles qui sont applicables à un secteur d'activité. Quand on est sur un accord collectif, pourquoi ce terme il existe? C'est simplement que il n'est pas global par rapport à une convention, c'est-à-dire qu'il va traiter d'un sujet qui est plus particulier. Donc en fait, un accord collectif est plus restreint qu'une convention collective, et c'est pour ça qu'on a les deux termes. Dernier point, et on terminera là-dessus, il existe aussi un document dont on parle beaucoup et qui vient aussi encadrer le lien en fait qu'on a entre salariés et employeurs. Donc vous avez donc le contrat qui est la base de la relation, et vous avez donc toute la partie norme, donc que ce soit issu du droit classique on va dire, ou du droit négocié, et vous avez aussi le règlement intérieur qui existe en entreprise. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui est rédigé par l'employeur qui va définir en fait les règles de conduite au sein de l'entreprise dans certains domaines, donc notamment sécurité, hygiène, discipline, et donc qui va lister éventuellement les sanctions applicables. Donc c'est assez semblable, si vous voulez, à un règlement intérieur d'établissement scolaire. Il faut savoir que le règlement intérieur, il est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc en fait, le but, c'est là aussi de donner une part un petit peu et de la liberté à l'entreprise, et surtout qu'il y ait une transparence au niveau de l'information, que le salarié sache ce qu'il encourt quand il respecte pas en fait les règles qui ont été fixées donc sur sa conduite en entreprise. J'espère que les choses sont plus claires sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et sinon on se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt!